Bref, aujourd'hui on va parler de la guerre de Grozny, la plus grande référence de combat urbain de l'histoire, rien que ça. Évidemment qu'on s'intéresse un minimum au combat urbain, on est obligé de s'intéresser aux guerres de Grozny. Pour faire simple, toutes les façons de faire du combat urbain aujourd'hui, toutes les méthodes utilisées, toutes les recommandations, tout ça viennent des retours d'expérience de Grozny. Je dis bien pour faire simple, car beaucoup de méthodes avaient déjà été utilisées par les Russes ou théorisées, mais c'est bien ici que toutes ces méthodes ont été appliquées ou démontrées comme vitales. Même si aujourd'hui Falloujah reste l'une des plus grosses références, déjà Falloujah a été une victoire sans précédent. Et il vaut mieux regarder les défaites pour savoir pourquoi faire comme ça, plutôt que de simplement appliquer des méthodes, mais sans savoir ce qui se passe si tu ne les appliques pas. Mais aussi, les Américains en Irak ont beaucoup utilisé les retours d'expérience de Grozny pour prendre les villes. Comme on dit, les guerres futures ne seront pas les filles de Falloujah, mais les petites filles de Grozny. On va y revenir. D'ailleurs, pour parler rapidement de l'Irak, ce sont des généraux russes qui ont visité et organisé la défense de Bagdad. Ils en ont conclu que pour prendre une ville irakienne, il faudra la détruire. Que les Américains ont beaucoup trop peur des accrochages à courte distance et des morts qui en résulteront, qu'ils resteront derrière leur supériorité numérique et technologique. Sauf que les Américains savaient que c'était des anciens de Grozny qui s'occupaient de la défense de Bagdad, et se sont donc beaucoup servis des rétex russes. Même si Moscou n'a jamais cru que Saddam Hussein pouvait résister aux Américains, ils ont été par contre particulièrement surpris que la ville de Bagdad tombe en 2 semaines seulement. Alors oui, les rebelles tchétchènes étaient beaucoup mieux organisés et combattaient beaucoup mieux que les Irakiens, c'est évident, on va y revenir aussi. Mais la différence de blessés et la vitesse pour prendre les villes a vraiment été impressionnante. Les Américains ont juste su adapter leur doctrine à cette nouvelle guerre et ça a très bien fonctionné. Bon, je dis du bien de l'armée américaine, c'est rare, donc je vous laisse en profiter sans parler de la guerre de l'Afghanistan juste après qui a été un pur désastre. Bref, Grozny est une guerre opposant l'armée russe contre les rebelles indépendantistes tchétchènes à Grozny, capitale de la Tchétchénie. Pays qui était à ce moment-là composé de 99% de Tchétchènes, 12% d'Ingouches et 29% de Russes. Bon, le contexte ne nous intéresse pas des masses vu que c'est une vidéo sur la tactique, mais petit contexte historique très rapide. En 1992, la Tchétchénie refuse de signer le traité constitutif de la Fédération de Russie. Pas une bonne idée. En 1993, la Tchétchénie proclame son indépendance. Pas une bonne idée non plus. En 1994, tentative de coup d'état par les forces tchétchènes à Moscou. Là c'était pas une bonne idée. La Russie, dirigée par Boris Eltsine, n'aimant pas trop la blague et n'arrivant pas à gérer le merdier, décide d'attaquer la Tchétchénie le 11 décembre 1994 dans une attaque surprise très brutale. Le but étant de prendre la capitale Grozny pour y mettre à la tête un dirigeant pro-russe. Il est très important que cette victoire se fasse rapidement vu que les élections présidentielles arrivent bientôt. Et il fallait une victoire très rapide pour avoir envie de voter pour Boris Eltsine. D'après un officier russe, la ville pouvait être prise en 2 heures en y envoyant simplement un régiment de parachutistes. Ça s'est pas passé comme ça. D'après un autre officier, celui qui gérait le merdier par contre, la ville sera prise en 7 jours si tout va bien, 2 semaines grand max. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Malgré l'énorme écart technologique, tactique et le grand nombre de soldats russes, il faudra 3 mois aux Russes pour prendre la capitale. C'est énorme. Cette guerre restera encore aujourd'hui la grande référence de ce qu'il ne faut pas faire, une sorte de Vietnam mais côté russe. La victoire russe aura un goût amer, un petit peu comme la guerre de l'hiver de 1939. Et de toute façon, les Russes seront ensuite foutus dehors 1 an et demi après. Les Russes dans cette guerre ont été humiliés aux yeux du monde. Que ce soit d'un point de vue tactique, vu qu'ils y sont allés les mains dans les poches, ou bien d'un point de vue des droits internationaux, vu qu'ils ont laissé les journaux occidentaux raconter leur merde habituelle, ce qui les obligera à revenir en décembre 1999 bien mieux préparés. Voilà, c'était un petit peu le contexte. Évidemment, c'est bien plus complexe que ça. C'est juste pour vous donner un aperçu du merdier à l'époque. Bref, la Russie de Eltsine décide donc de prendre Grozny et de renverser son président insoumis, Djorka Doudaev, afin d'y mettre un président pro-russe. Tout le monde est parfaitement serein sur la victoire éclair de cette mission, et pas sans raison. Déjà, la très grande supériorité numérique, de plus la supériorité technologique, et aussi, et surtout, l'expérience. Celle de Stalingrad en 1943 pour la plus connue, mais également Berlin-Est en 1953, Budapest en 1956, Prague en 1968, et bien sûr l'Afghanistan avec le contrôle de Kaboul en 1976. Avec un avantage numérique, tactique et de rétex comme celui-ci, c'était évident que tout devait bien se passer. Donc, comment est-ce que ce désastre a pu avoir lieu ? Déjà, la planification. Les Russes veulent taper très vite et très fort pour profiter d'un effet de surprise. La tactique n'est pas du tout au point. On est plutôt sur du... on y va et on verra sur place. De toute façon, c'est juste des prolos de merde en face de nous. Et pour les militaires, on est surtout sur des conscrits. Et pas n'importe quel conscrits. Beaucoup de jeunes récupérés à la sortie des facs et enrôlés de force dans une armée mal formée, désorganisée et avec un budget très réduit depuis pas mal d'années. Dans un article de Moscou sorti en 1997, on disait: dans le 81e régiment motorisé de la 90e division blindée, sur 56 chefs de peloton, 49 étaient hier des étudiants civils. Plus de 50% des hommes ont été envoyés à la guerre sans jamais avoir tiré un seul obus réel et n'ont pas reçu l'instruction pour le faire. Des cuisiniers, des transmetteurs, des mécaniciens ont été envoyés au combat en tant que servants de pièces de missiles anti-chars ou mitrailleurs.
Voilà, ça c'était les soldats russes qui devront attaquer la Tchétchénie, qui étaient bien mieux entraînés qu'on pouvait le croire à cette époque. Des petits jeunes récupérés dans les facs, dans le BTP ou n'importe où, à qui on a foutu un fusil ou des volants de char dans les mains, et qui ont eu parfois une petite journée d'entraînement avant d'être propulsés en première ligne. Plus de 2/3 des soldats n'avaient pas 6 mois de service. Déjà le manque d'expérience a beaucoup joué, mais aussi le fait qu'ils se foutaient que la Russie gagne ou perde. Ils n'avaient aucune idée de pourquoi ils y allaient, rien ne leur avait été expliqué. En plein combat, ils s'en battaient tellement les couilles qu'ils en arrivaient à vendre leurs armes aux rebelles tchétchènes contre de l'alcool ou de la drogue. Alors que de l'autre côté, les rebelles tchétchènes étaient particulièrement motivés à ne pas se laisser envahir. La différence de motivation a beaucoup joué. La doctrine russe de l'époque ne fonctionne absolument pas pour ce genre de combat. Déjà, si les conscrits sont autant utilisés, c'est aussi pour faire en sorte que les soldats ne se connaissent pas entre eux. Beaucoup allaient au combat sans même connaître le nom des gars de leur section. C'était voulu, fait pour empêcher une insurrection militaire. Que les militaires ne puissent pas se mettre d'accord pour renverser le gouvernement russe en place. Le problème, c'est que s'il n'y a aucune cohésion et que personne ne sait comment les autres travaillent, ça ne peut pas fonctionner. Les autorités russes ont clairement sous-estimé ce fait. Pour donner un contre-exemple, il y a quelques années, un général français a été voir comment travaillaient les chars israéliens. Impressionné par leurs compétences, il leur a demandé s'ils tiraient et manœuvraient très régulièrement. Ils ont répondu que non, une dizaine d'obus par an. Mais ils travaillent ensemble depuis 30 ans, et c'est ça qui fait tout. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte sur le fait que les Tchétchènes ont particulièrement bien combattu. Pour les raisons principales, déjà beaucoup de rebelles ont été dans l'armée rouge, certains depuis peu, donc ils connaissaient les façons de faire et ont donc pu les déjouer. De plus, d'après des sources russes, ils s'attendaient à une attaque de Moscou et ont commencé à s'y préparer 3 mois à l'avance. Défense de la zone, particulièrement le palais présidentiel, et entraînement intensif. Le tout encore une fois contre un ennemi qu'ils connaissent bien et qui les sous-estime. Ils avaient une grande détermination et une idéologie commune, contrairement aux conscrits russes dont beaucoup avaient été récupérés dans les facs et envoyés en première ligne sans formation et avec du matériel vétuste. Pour vous donner une idée, beaucoup de chars ont été détruits, mais pas uniquement par des tirs ennemis. Beaucoup étaient simplement au bord de la casse et ont dû être réparés, soit sur place, soit directement à l'usine, car ils demandaient une réparation au constructeur. Système électrique, chargement automatique, transmission, etc. D'ailleurs, l'envoi de troupes était tellement précipité que 217 blindés, 338 véhicules à roues et 41 pièces d'artillerie ont été envoyés sur place alors qu'ils n'étaient pas opérationnels. Ils ont dû être réparés sur place. Pour rester sur la doctrine, niveau commandement, les Russes avaient une manière de travailler bien à eux. Tu obéis à ton chef le plus haut placé et tu fermes bien ta gueule. Mais bien comme il faut. Les généraux russes voulaient une centralisation de la commandement et aucune initiative de la part des échelons inférieurs. Donc aucune place à la sous-commandement. Et pour empêcher qu'il puisse y en avoir, les échelons inférieurs n'avaient aucune connaissance de la tactique globale, ni aucune carte tactique, juste des cartes normales. Un petit contre-exemple pour la route. Pour la France, il y a 3 règles fondamentales pour la sous-commandement. La France et beaucoup d'autres pays également, sous différentes formes, mais c'est grosso merdo la même chose. La liberté d'action, l'économie des moyens, la concentration des efforts. Règle posée il y a plus d'un siècle par un Français. Et c'est pas un truc posé par là dans un bouquin tactique que personne n'a jamais lu. Ça reste aujourd'hui l'une des grandes bases de l'infanterie. La liberté d'action, le point qui nous intéresse ici, c'est ce qui permet à chaque chef, quel qu'il soit, de commander librement à son niveau pour mener à bien la tactique globale. Commandant d'unité, chef de section ou chef de groupe. Et ce principe est extrêmement important en combat urbain qui fonctionne par prise par cellule, qui est, pour faire simple, une multitude de petites batailles dont le commandement est ingérable par un général qui n'est pas directement sur place, et qui, sans sous-commandement, est censé tout gérer en même temps. Et ça, que ce soit une impossibilité physique ou bien radio. Les murs épais des villes et les distances faisaient que les transmissions radio passaient très mal. Les unités n'avaient pas d'autre choix que de se démerder avec une stratégie globale qu'ils ne connaissaient pas. Il leur a fallu du temps aux Russes pour comprendre que toutes les stratégies et toutes les cartes détaillées devaient être fournies à tous les chefs, jusqu'aux chefs de section. De leur côté, les rebelles s'étaient déjà organisés niveau commandement. Ils avaient quadrillé la ville et l'avaient découpée en zones. Chaque zone était défendue par une unité avec une chaîne de commandement. Ils étaient aussi organisés qu'une armée classique, mais avec une bonne connaissance de la topographie du secteur, vu qu'ils y vivaient. Même s'ils avaient pas mal de matériel lourd, comme des lance-roquettes ou des chars, ils favorisaient largement la mobilité avec leur connaissance de la ville, et le tout avec un commandement très libre. Vous n'attaquez pas un point en particulier en y envoyant votre armée. Vous attaquez les points les plus faibles et les plus en retrait pour éviter un encerclement. Chaque bâtiment pris devient une base d'appui pour les soldats qui prennent les bâtiments à côté, et sert également de base de repos pour ces soldats. Mais là, une armée qui se surestime beaucoup et qui sous-estime ses ennemis, ont simplement envoyé de grosses attaques pour appliquer une méthode de choc et effroi. Méthode qui consiste à taper très fort pour faire en sorte que l'ennemi ait peur et s'enfuit. Sauf que cette méthode, qui est typiquement américaine évidemment, Prenez un peu de démocratie dans la gueule. a déjà fait ses preuves comme stratégie totalement foireuse. Les Tchétchènes étaient loin d'être aussi peureux, surtout après la première attaque russe qui était évidemment sur ce modèle de choc et effroi. Les Russes ont envoyé une attaque éclair pour taper très vite et très fort avec une colonne de 26 blindés, en plein cœur de Grozny par l'axe nord dès début 1995. Les Tchétchènes ont simplement appliqué une défense molle. Ils les ont simplement laissés rentrer sans trop de résistance, mais une fois qu'il était
était possible de les encercler, ils les ont massacrés. 20 chars détruits ainsi que 102 véhicules d'infanterie sur 120 et 800 tués ou prisonniers sur 1000 hommes. Ce combat dura 2 jours sans que personne ne puisse venir les aider. Et c'est ainsi que commence la guerre de Grozny. Les Russes envoyaient une mort rapide, ce qui a dégoûté les Russes et redonné un élan de courage aux Tchétchènes. Ça commence très mal et ce sera grosso merdo tout le temps comme ça. Pour une prise par cellule, le principe est de prendre les extrémités de ce que vous voulez prendre, avec une attention particulière sur les points de gravité, donc les bâtiments importants pour la stratégie ennemie, d'y poser des appuis et de revenir tranquillement vers le centre. C'est la seule façon qui permet d'empêcher une défense molle, qui permet l'encerclement des unités alliées. Et ça, même si vous êtes 20 fois plus nombreux. On est dans du combat en espace confiné, là où le nombre et les technologies s'égalisent. Enfin, s'égalisent, ils ont toujours les missiles, les chars mobiles et les avions. Pour prendre les rues, les Russes ont donc donné des noms aux formes des réseaux, et ont donné des directives en fonction de telle ou telle rue. Les rues radiales, radiales circulaires, rectangles, semi-radiales, combinées ou irréguliers. Malheureusement, le matériel russe et leur façon de travailler n'est pas du tout compatible avec du combat urbain. Habituellement, ils tirent à un moment décisif grâce à des observateurs et ratissent ensuite la zone. Ici, l'observation est très difficile. Le ratissage qui doit se faire à l'intérieur des bâtiments ne peut pas profiter de l'appui des chars et des avions. Et les manœuvres avec les chars sont très complexes. Et déjà, faut réussir à les ramener les chars. Alors, en théorie, les chars emmènent les troupes d'infanterie à l'entrée de la zone à prendre. Les soldats descendent et protègent le char des tirs de roquettes à courte portée, pendant que le char protège l'infanterie à longue portée avec son canon et ses mitrailleuses lourdes, et à courte portée avec son blindage. Sauf que là on est sur des conscrits. Beaucoup refusaient de descendre du char quand ça tirait, et mouraient donc tous en même temps par les roquettes. En passant, pour les fans du RPG 7, alors oui c'est un lance-roquette avec des qualités indéniables. Par contre au niveau précision et perforation, c'est vraiment pas ça. On compte en moyenne 6 roquettes de RPG pour détruire un char. Il aura fallu du temps aux Russes pour enfin reprendre cette méthode de prise par cellule, bâtiment par bâtiment, si possible en utilisant les toits, et donc en abandonnant cette méthode stupide d'envoyer des colonnes de chars au pifomètre. Le blindage des chars était assez mauvais, il n'avait pas encore de surblindage réactif. Et en plus du fait que les méthodes russes standards ne fonctionnaient pas en ville, les chars n'avaient pas assez de coordination pour travailler avec l'infanterie en tant qu'appui. La fameuse méthode de la précision dans la saturation a mis pas mal de temps pour être mise en place, faute de retour d'expérience. En gros, les chars tirent en saturant la zone 150 mètres devant l'infanterie, avec un tir soutenu, mais pas trop, pour éviter que l'infanterie soit bloquée par les amoncellements de gravats, ce qui obligerait le génie à intervenir pour déblayer les gravats provoqués par sa propre artillerie. L'infanterie, après le tir de saturation, avait 2 minutes pour arriver sur zone et faire le ménage. 2 minutes, c'était la durée moyenne à laquelle se remettaient en état de combattre ceux qui se prenaient de l'artillerie dans la gueule. Pour du tir de nuit, le tir d'appui était beaucoup moins soutenu, pour conserver une certaine surprise sur l'attaque. Ça, aujourd'hui, on le sait, et c'est une méthode classique. Et les Russes, ils ont mis du temps, mais ils ont fini par très bien le structurer. Les troupes étaient constituées de petites équipes interarmes avec de l'infanterie, de l'artillerie et du génie sous format section, voire compagnie. Mais comme ça ne veut vraiment pas, les Tchétchènes se collaient de plus en plus à l'infanterie russe. Ils maintenaient constamment une distance entre 50 mètres et 250 mètres des premières lignes russes, pour empêcher ces appuis au risque de sérieux tirs alliés. Surtout que les treillis tchétchènes et russes étaient identiques. Il y avait beaucoup de tirs alliés entre soldats, donc depuis un avion, c'est évidemment encore pire pour les différencier. L'aviation a fait beaucoup de morts alliés, justement avec la confusion des treillis. Donc même si cette méthode interarmes fonctionne plutôt bien, elle garde de sérieuses limites en combat urbain, particulièrement quand les transmissions radio ont du mal à passer. Pour les appuis, c'était pas encore ça, ça se faisait quand même, mais on arrive vite à un autre problème. Prendre un bâtiment, ça coûte cher en hommes et en munitions. Et la logistique russe, c'était vraiment pas ça. Les blindés qui arrivaient avec la nourriture et les munitions et qui repartaient avec les blessés et les morts avaient beaucoup de mal à arriver sur place. Ils étaient évidemment les premières cibles des Tchétchènes qui avaient carrément organisé des unités de tueurs de chars. Ils avaient avec eux quelques chars, souvent statiques, parfois enterrés, qui servaient à arrêter les attaques frontales et organiser des embuscades. Ils bloquaient les chars entre les immeubles et détruisaient le premier et le dernier. Et toute tête qui sortait pour s'exfiltrer était abattue au fusil de précision. Le tout en piégeant leur chemin de repli pour éviter d'être suivis en cas d'échec. Les combats se sont donc déroulés aux petites échelles, là où justement le commandement et le manque d'initiative de la doctrine russe étaient la plus défaillante. Les défenseurs ont toujours plusieurs avantages comparés à ceux qui attaquent. La connaissance de la zone, la mobilité, les obstacles, mais aussi et surtout le piégeage, l'un des plus gros problèmes en combat urbain. Les Tchétchènes étaient de bons tireurs à toutes les armes. Précision, AK-47, RPG-7, qu'ils utilisaient en tir tendu mais également en tir courbe comme si c'était un mortier. Et comme ça ne suffisait pas, ils excellaient également en piégeage. Des IED, donc des explosifs improvisés fabriqués à partir de roquettes ou de mortiers. 4 points de pari qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
Mais ils avaient également des mines russes, comme des équivalents des Claymore américaines. Plus que de savoir les fabriquer et les mettre en place, ils savaient aussi s'en servir intelligemment. Ils bloquaient les entrées des immeubles avec tout et n'importe quoi, ils piégeaient les obstacles pour empêcher le génie de déblayer, puis ils se mettaient aux étages où ils tiraient depuis les fenêtres. Sans artillerie, ce n'était pas possible de les déloger. On rappellera que les Russes s'attendaient à 3 bouseux devant le palais royal et une ville qui aura fui devant eux dès le premier jour. C'est en grande partie le fait de les avoir sous-estimés qui a permis aux Tchétchènes cette résistance. Les Russes ont pris l'aéroport de la ville pour en faire une base tactique dès leur arrivée, pour l'accommodement, les nids de blessés ou les réserves, munitions, essence, eau et nourriture. Rien à dire, c'est ce qu'il fallait faire. Ils ont commencé à prendre la ville en prenant les plaines autour, pour poser des appuis et pour empêcher les Tchétchènes de les prendre à revers en sortant de la ville. C'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bon, ils l'ont mal fait vu qu'ils réussissaient régulièrement à sortir pour se ravitailler et évacuer leurs blessés. Mais bon, au moins ils l'ont fait. Ils ont bloqué toutes les sorties excepté une seule, pour permettre aux non-combattants de sortir de la ville, et également pour donner un doute aux combattants. Combattre ou s'enfuir. C'est exactement ce qu'il fallait faire, cette méthode est un classique, elle était déjà écrite dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Bon, ça n'a pas marché. 6000 Russes seulement ont réussi à y rentrer le premier jour. Les Tchétchènes ne se sont pas enfuis, ils étaient estimés entre 10 000 et 15 000. En France, pour attaquer un point défendu, on envoie 3 fois plus d'attaquants que de défenseurs. Les Russes, eux, en envoient normalement 6 fois plus. Dans le cas présent, il y avait 2 fois plus de défenseurs que d'attaquants, alors qu'il aurait dû y en avoir 6 fois moins. Le ratio est pas exceptionnel, ça ne pouvait pas bien se passer. Les Russes ont ensuite envoyé des tracts dans la ville pour inciter les non-combattants à fuir par cette sortie, que s'ils s'enfuyaient, ils seraient soignés, nourris et protégés, et que dans le cas contraire, ils seront abattus. Faire ça montrait qu'ils ne voulaient pas abattre des civils, et qu'ils s'inquiétaient de leur bonne santé, tout en incitant les combattants à partir, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Sauf que, ça veut pas. Les civils non-combattants sont utilisés par les combattants, à beaucoup de niveaux. Donc, ils n'ont pas laissé faire ça, et ont donc retourné la situation. La voie pour s'enfuir était bloquée par les Tchétchènes pour que personne ne puisse s'enfuir, et de toute façon, peu de monde avait envie de le faire. Surtout par peur des Russes, la propagande était passée par là. Ce que montre ce tract finalement, c'est que vous ne pouvez pas vous enfuir et si vous vous laissez faire, vous serez abattu. Donc vous devez combattre les Russes avec les rebelles. Les civils non combattants ont donc dû rejoindre les rebelles tchétchènes pour pouvoir survivre. Alors que sur ce coup-là, la méthode était bonne. Et quand ça veut pas. La ville n'était pas défendable. Les Tchétchènes étaient clairement trop peu nombreux et pas assez équipés, ne serait-ce qu'avec du matériel optronique, donc du matériel de vision nocturne, qui permettait aux Russes de combattre même la nuit. Le but côté Tchétchène n'était pas de défendre la ville en écrasant les Russes, mais de détruire leur image à l'international pour obliger Moscou à se retirer de Grozny, pour qu'ils arrêtent de se ridiculiser avec les photos de chars détruits. Photos qu'ils n'ont pas hésité à envoyer à tous les journaux internationaux, évidemment. Sur ce coup-là, Doudaïev, le président tchétchène, a parfaitement réussi son affaire. C'était devenu la nouvelle guerre de l'hiver, celle où les Russes s'étaient ridiculisés contre les Finlandais en 1939. Il faudra attendre un peu de temps pour que les Russes abandonnent leur méthode de choc et effroi pour revenir sur une prise de bâtiment par cellule qu'ils connaissaient déjà mais qu'ils ont voulu abandonner ici pour une prise très rapide de la ville. Évidemment, même s'ils se sont réorganisés un peu mieux, ce sera toujours la galère. On est loin des 2 semaines prévues à la base, mais sur 3 mois. 3 mois à cause d'énormément de problèmes internes. Surtout, encore une fois, à l'utilisation de conscrits peu entraînés, voire pas du tout entraînés. La logistique est extrêmement importante en combat, et là, c'était le bordel. Au tout début, avant d'avoir réussi à prendre l'aéroport du nord de Grozny qui servira de base logistique, le gros de la logistique était regroupé à 110 km de Grozny. Mais les 3 axes d'attaque qui permettaient d'encercler la zone étaient à Vladikavkaz, et Kizlyar, beaucoup plus loin, ce qui a obligé à avoir au début 3 centres logistiques. L'envoi de logistique à Grozny a été particulièrement difficile, surtout en hiver à cause de pistes défoncées ou boueuses. Ce qui est con, c'est que les Russes connaissaient déjà le problème de logistique quand ils étaient en Afghanistan. L'armée afghane avait carrément une brigade qui ne faisait que de la circulation, justement pour avoir une bonne logistique. Dans une mission d'envergure en zone urbaine, la gestion des flux logistiques demande une coordination fine des mouvements et un appui constant sur les axes de circulation qui mènent à l'agglomération. Ce qui n'était pas le cas ici. Le problème a été géré en se positionnant au plus proche, à l'aéroport au nord de Grozny, qui permettait de stocker et d'envoyer l'essence, munitions, eau et nourriture. Et ont même construit 3 boulangeries de campagne qui permettaient de nourrir 5000 hommes par jour. Pour emmener la logistique directement aux soldats, pareil, ça a été le bordel. Les camions ne pouvaient évidemment pas aller dans la ville. Il fallait tout laisser aux abords et envoyer des blindés aller les récupérer. Et il fallait beaucoup de tours, particulièrement pour l'eau et l'essence. Chaque camion de ravitaillement demandait 3 à 5 tours de blindés. Blindés qui du coup n'étaient pas disponibles pour combattre. Évidemment, ces camions étaient particulièrement visés par les rebelles. Il fallait donc détacher des unités d'infanterie pour les protéger. Unités qui du coup ne pouvaient plus combattre et n'avaient plus beaucoup de temps pour se reposer. De plus, l'essence n'était pas directement livrée dans les chars. Ils devaient se replier la nuit pour aller refaire le plein. Ce qui n'était pas expliqué aux fantassins et qui a apporté un beau merdier. Ce qui le faisait se replier de la zone et donc la perdre, vu qu'ils pensaient
annonçait que le char se barrait définitivement et qu'il fallait donc le suivre. Encore une fois, la coordination était vraiment pourrie. La logistique avait beaucoup de mal pour entrer dans la ville et c'était uniquement pour l'eau, la nourriture, l'essence et les munitions. Les combattants n'avaient donc pas de tente, pas de duvet, pas de vêtements de rechange. En plein hiver. Donner un soutien confort aux soldats avait été une priorité de la commandement russe. Vêtements chauds, repas chauds, duvet, etc. Mais ça n'a clairement pas pu se faire. Évidemment, le manque d'hygiène a largement aggravé les blessures et a beaucoup joué sur l'état psychologique des soldats. La consommation de munitions en combat urbain était particulièrement très élevée, beaucoup plus qu'en plaine, et beaucoup plus que les autorités russes avaient estimé. Les munitions passaient largement avant le confort, et particulièrement les munitions de fusils mitrailleurs et des grenades. Niveau santé, c'était pas la joie. Une antenne médicale a évidemment été mise en place. Mais déjà, c'était très difficile pour envoyer du matériel médical aux soldats. Les récupérer pour les soigner était très difficile également, vu que c'était des blindés et camions logistiques qui repartaient, donc cible prioritaire des Tchétchènes. Et les hélicoptères médicaux qui venaient les soigner sur place avaient beaucoup de mal à se poser. Le ratio blessé-mort était particulièrement élevé à cause du temps que mettait le soldat avant d'être évacué de la zone. Ajoutez à ça le manque d'eau, de nourriture et de sommeil, et la menace de tireurs embusqués qui maintenait les Russes en alerte constante, et donc un stress qui amplifiait les problèmes de santé. Aujourd'hui, chaque soldat sait se soigner et soigner les autres, avec la mise en place de secourisme au combat individuel, au moins sur les gestes de premier secours. Et chaque soldat possède sur lui le minimum pour soigner une blessure par balle, en plus d'un auxiliaire sanitaire dans chaque section avec du matériel plus poussé, mais là, évidemment, ce n'était pas le cas. Bon, déjà, les Russes ne connaissaient absolument pas la zone, contrairement aux Tchétchènes. Et les cartes données, du moins quand ils avaient des cartes, elles étaient à l'échelle 100 millième et non pas au 25 millième, comme c'est censé se faire. Donc, tir allié, vu que personne ne savait trop où les autres unités étaient placées, et ils ont été réduits à faire des croquis à l'arrache. Évidemment, croquis très imprécis et peu fiables. Les éclaireurs avaient beaucoup de mal à se repérer et à apprécier la situation. Et ça, quand ils se perdaient pas. Aujourd'hui, on le sait, les systèmes GPS sont très importants, si possible en coordination avec une carte tactique. Pour plus d'infos, j'ai fait une vidéo sur les GPS de chez Garmin. Les Russes avaient une très grande expérience du combat urbain pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la bataille de Stalingrad. Ils ont beaucoup écrit dessus, mais n'ont juste pas voulu les prendre en compte, par manque de temps, pour les erreurs évitables s'ils avaient simplement repris le rétexte de Stalingrad. Déjà, ils n'avaient pas le rapport de force que eux-mêmes estimaient devoir utiliser, c'est-à-dire 6 attaquants par défenseur. Ensuite, l'interarme. Ils recommandaient des unités spécialisées imbriquées dans leur infanterie, avec, avant chaque attaque, des reconnaissances détaillées de la zone. À l'époque de Stalingrad, les Russes avaient créé des unités spécialisées de combat urbain, en interarmes évidemment, constituées de fusiliers très équipés en explosifs et grenades, de génies, de chars, de lance-flammes, de mortiers et d'artillerie. Malgré cette expérience de Stalingrad, dont les préceptes sont encore beaucoup utilisés et améliorés à Grozny, les Russes ne les ont pas pris en compte et ont utilisé des méthodes américaines, en pensant que les combats urbains seraient rares et que les armées favoriseraient le fait de fuir les villes pour se battre en plaine pour épargner ces mêmes villes de la destruction. Et 2, il faudra toujours éviter de combattre dans les villes si possible, donc il faut favoriser l'entraînement en campagne. Bon, déjà, vu l'avantage considérable que donne une ville en tant que base et forteresse, c'était complètement con de penser ça. Comme si une armée allait tranquillement s'aligner dans une plaine en attendant l'ablation de la zone. Et de plus, les zones urbaines sont souvent la zone à prendre. Aujourd'hui, toutes les armées sont conscientes que le combat en forêt ne se fera plus et qu'il n'y aura pratiquement plus que du combat urbain. Et ensuite quoi? Qu'est-ce qui allait pas? Procédure radio inexistante et avec du matériel radio pourri qui permettait aux Tchétchènes de comprendre ce que les Russes allaient faire et donc d'agir en conséquence. Les soucis politiques entre ministères. Trouver les transmissions rebelles pour les repérer et les tuer à distance, ce qui était faisable mais qui n'a pas été fait. Les lignes de communication du président qui n'ont pas été brouillées. Le service de renseignement complètement aux fraises. Etc. etc. On pourrait en parler pendant des heures. Tous les soucis qu'il y a eu à tous les niveaux. Je vais même pas pouvoir tous les évoquer. On va passer directement à la fin de cette guerre-là. Les Russes ont donc réussi à prendre Grozny avec beaucoup de pertes matérielles et humains et en beaucoup de temps, repassant pour des amateurs à l'international. Organisation déplorable, entraînement inexistant ou pas suffisant. Surtout pour du combat urbain, l'entraînement était de 150 heures mais seulement 5 ou 6 étaient consacrés au combat urbain et tout le reste à du combat en plaine. Alors que ça n'a rien à voir. Ridicule niveau équipement à tous les niveaux. Les unités ont été montées à l'arrache, incomplètes, sans aucun moral. Personne ne se connaissait, ils étaient indisciplinés, voire corrompus. Le tout devant un adversaire agressif, motivé et qui connaissait très bien le secteur. Les premiers jours de combat ont été catastrophiques. Les officiers étaient bien mieux équipés que les subalternes, ce qui les rendait très faciles à repérer de loin par les tireurs d'élite. Et une fois battus, toute l'unité était complètement désorganisée, à cause du fait que les subalternes n'avaient aucune expérience du combat et de l'accommodement.
En passant, l'uniformité dans les armées, c'est pas juste pour le plaisir. Ça sert justement à ne pas pouvoir différencier un chef d'un subalterne. C'est aussi pour ça qu'au combat, les scratchs de grade sont interdits, ainsi que le fait de saluer ou de simplement donner le grade de la personne à qui vous vous adressez. Malheureusement, aujourd'hui dans l'armée française, si beaucoup de choses sont appliquées, les plus importants le sont moins. Quand vous avez un grade élevé, vous aimez bien le montrer, au moins avec un scratch basse visibilité. Et surtout, le grade permet de ne pas se faire chier avec les réglementations des soldats de base, et donne l'opportunité de matériel personnel, souvent malheureusement trop toléré. Un exemple, ici, devinez quel crétin de chef. Tu vas voir le rouquin là-bas. Et c'était un gros souci à Grozny, où les chefs étaient tous avec des beaux treillis et de bons équipements, qui les rendaient repérables à longue distance et détruisaient donc la chaîne de commandement. D'ailleurs, les transmetteurs radio étaient également des cibles très enviées, à tel point que les transmetteurs retiraient leurs antennes pour les cacher pour ne pas se faire descendre. Mais oubliaient souvent de les remettre. Ce qui a aussi posé quelques soucis. Ah, quand j'ai dit qu'il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui allait. Après tout ce merdier, la victoire a un goût amer, mais ça se termine malheureusement pas là. En août 1996, les rebelles tchétchènes se réorganisent pour chasser les Russes de la ville, avec seulement 2000 hommes. Les Russes ne prennent pas encore conscience de leurs erreurs et décident de garder Grozny, en fonçant dans le tas comme des connards, plutôt qu'en essayant de sécuriser la zone avec une prise par cellule. Le 276e régiment d'infanterie ira dans le centre-ville en mode « ça va bien se passer » et se fera massacrer avec 150 morts et 300 blessés sur 900 soldats et beaucoup de chars détruits. En tout, les Russes disent avoir eu 1376 tués et 408 disparus, ce qui est très peu et évidemment minoré, et revendiquent avoir tué plus de 7000 rebelles, alors que eux-mêmes disent en avoir perdu que 600. Ouais, là on est sur un niveau CGT versus BFM. Côté tchétchène, des analystes extérieurs estiment entre 1000 et 4000 rebelles tués, ainsi que 27 000 civils et 268 000 réfugiés. Des accords aboutissent le 31 août 1996. Dégoûté, le signataire hurlera dans la pièce « Nous reviendrons ». Ils sont revenus le 13 décembre 1999. Vladimir Poutine, qui est alors le premier ministre de Yeltsin et son dauphin désigné, accuse aussitôt les Tchétchènes. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Ils ont cette fois-ci préparé correctement leur attaque. Les soldats étaient entraînés, le matériel opérationnel, et ils ont su tirer parti des retours de la première guerre. Avant d'y retourner, des agents de renseignement avaient été envoyés sur place pour cartographier la zone, les infrastructures, les installations publiques et les égouts en exploitant les archives disponibles. De plus, des Tchétchènes fidèles à Moscou ont été infiltrés dans leur rang pour les renseigner sur les combats, positionnement ennemi, tactiques employées, etc. La prise de la ville s'est évidemment faite par cellules. Les munitions à effets spéciaux ont beaucoup été utilisées, comme l'incendiaire au phosphore ou le lacrymogène. Les obus étaient chargés à la thermobarique, bien plus efficaces que les obus standards, particulièrement en espace confiné. Les chars avaient un surblindage réactif et des grilles de défense contre les roquettes et les cocktails Molotov. Par contre, cette fois-ci, les chars n'ont pas été tellement employés dans la ville, à cause de la grande facilité pour les détruire, malgré les précautions prises. Pareil pour les hélicoptères. Chaque unité avait enfin de bonnes cartes tactiques et au 25 millième, contrairement à la première guerre où ils étaient au 100 millième, donc c'était désormais beaucoup plus facile pour y voir les détails. Pour la sous-commandement, ça a été l'une des plus grosses avancées. Chaque compagnie de combat était quasiment autonome, et avait chacune une batterie d'artillerie sous son commandement direct, ce qui limite énormément les délais, ce qui est donc particulièrement efficace contre des ennemis aussi mobiles. Ensuite, les tirs à longue distance ont été largement privilégiés pour éviter les tirs fratricides. Bon, vous allez me dire que c'est cool, mais que du coup ça favorise aussi les tirs sur les civils. Ouais, bah on peut pas tout avoir, hein. Éviter les tirs sur les civils, c'est clairement quelque chose de très important sur papier, mais dans les faits, c'est clairement secondaire. Les journalistes qui faisaient de la propagande anti-russe ont été foutus dehors. Il aura fallu du temps aux Russes pour comprendre que c'était ces connards qui ont foutu le plus de bordel en détruisant leur image à l'international, et avaient sous-estimé l'effet de propagande qui est une tactique militaire à part entière. D'ailleurs, j'ai prévu une chronique sur la propagande militaire, et vous verrez qu'un journaliste peut provoquer beaucoup plus de morts qu'une armée en montrant une vision biaisée d'une guerre. On le voit d'ailleurs en ce moment avec tous les journaux qui montrent les talibans comme des gentils patriotes qui luttent contre le méchant envahisseur occidental. La désinformation était telle qu'en 1996, avec une vision bilatérale, les gentils tchétchènes contre les méchants russes, et ce partout dans le monde, que cette fois-ci les Russes ont beaucoup misé sur le fait de partager régulièrement leur vision de la guerre, en empêchant cette fois-ci les Tchétchènes de passer pour les victimes innocentes de cette histoire. Les journalistes étaient filtrés, devaient être accrédités, et étaient accompagnés sur le champ de bataille. De plus, en 1999, le Centre russe d'information a été créé, déjà pour permettre d'empêcher les informations étrangères, et de filtrer les informations fausses avant qu'elles ne puissent être diffusées dans les médias. Bon, ça fait un petit peu régime autoritaire, l'État qui contrôle l'information, mais bon, c'est pas en France qu'on va pouvoir critiquer ça, au contraire. Qui? Comparé à nous, ça fait même un petit peu tarlouse. Qui? Regardez-moi cette tête de champion. Bref, ça marchait plutôt bien, même si beaucoup d'informations, vraies ou fausses côté tchétchène, pouvaient encore être diffusées via internet, qui elles ne pouvaient pas être filtrées, et même s'il y a eu quand même pas mal d'erreurs dans la deuxième guerre de Grozny, dans l'ensemble, ça s'est largement mieux passé. Voilà, ce sera tout. Il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire sur ces conflits, mais j'ai préféré rester dans les grandes lignes. Pour les sources, évidemment, il y aurait beaucoup de livres à énoncer, vu que la majorité des livres sur la tactique parlent de ce conflit. Mais je vais me contenter de vous conseiller deux très gros retours d'expérience, particulièrement celui de l'armée française, qui en a fait un PDF de 85 pages et qui est vraiment très complet.
Complet, encore une fois, si on reste dans le cadre de la tactique globale. Et qui reprend chaque enseignement de Grozny qui est aujourd'hui utilisé en combat urbain dans l'armée française de manière réglementaire. Ça fait beaucoup d'éléments, ce n'est pas pour rien que je dis que cette guerre a été un énorme pilier sur l'avancée de la tactique en combat urbain. Voilà, très grosse vidéo, qui aura peut-être une suite suivant les retours que j'ai sur celle-là, car mine de rien, il y aurait encore beaucoup de choses à dire dessus. Enfin, cassez-vous.